It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia, and around the world it's time for Live Aid. Live Aid. Plus de 30 ans après, le Live Aid, c'est encore le concert le plus important et ambitieux de l'histoire de la musique, tout genre confondu. Plus de 70 artistes ultra bankable, performant chacun 20 minutes en live dans 2 des plus grands stades au monde, le tout dans les excentriques années 80. En 1984, un reportage sur la BBC veut changer les mentalités d'Occident en montrant des images très dures de la famine en Éthiopie. Si tous les Anglais sont touchés par ces images, Bob Geldof, poète, punk et acteur, sera lui aussi totalement retourné par cette révélation. Did you fucking see that thing on TV last night? Did you fucking see that? And he was on the phone and he says, "You've got to do something about it. We've really got to do something about it." And I was on the phone. I just said, Yeah, absolutely. Whatever you say, Bob. Son prochain projet, rassembler le plus d'argent possible pour combattre la famine en Afrique. Il s'alliera à Midge Ure du groupe Ultravox pour composer une chanson caritative dont les bénéfices seront reversés à l'Éthiopie. Bob et Midge convoquent tous les artistes les plus cotés du moment pour participer bénévolement à l'enregistrement studio. Le groupe Band Aid sera composé de Kool and the Gang, U2, Phil Collins, George Michael, Sting et bien d'autres. Et c'est logique, plus il y a de gens connus sur un titre, plus le titre va se vendre. Si le groupe avait estimé les bénéfices de la vente du disque à 70 000 livres, ils ont en fait récolté plus de 8 millions de livres. Bob Geldof, entraîné par le succès inespéré du single et du soutien en particulier de Boy George, pensera de plus en plus à exporter le disque en performance live. Le 13 juillet 1985, Bob et Midge rassemblent plus de 170 000 personnes dans le stade de Wembley à Londres et dans le JFK Stadium à Philadelphie. Le concert à Londres commencera à midi pétante et se terminera à 22h. Aux États-Unis, il commencera à 14h et se terminera aux alentours de 4h du matin. Et si on en parle encore aujourd'hui comme le concert du siècle, c'est pour plusieurs raisons. Plus de 70 artistes de renommée vont performer à tour de rôle ou ensemble sur la même scène. Sade, Elvis Costello, Sting, Phil Collins, U2, Queen, David Bowie, Black Sabbath, Run DMC, Santana, Madonna, Mick Jagger, Bob Dylan et Tina Turner en font notamment partie. Si autant d'artistes ont accepté de participer, d'autres ont haï le concept. Et il y a carrément 2 grands noms de la musique qui ont appelé au boycott en condamnant le manque d'artistes afro-américains pendant le concert. Leur nom ? Oh, c'est juste Michael Jackson et Stevie Wonder, quoi. Mais en soi, c'est vrai que pour un concert caritatif pour dénoncer les conditions de vie en Afrique, il n'y a qu'une dizaine d'artistes noirs pour une majorité de blancs. Et aucun artiste d'Éthiopie ou d'Afrique n'ont été invités. A journalist who suggests there should be more black performers on the bill at Wembley gets short shrift. We need to get money to stop people dying, and I don't care if they're orange, luminous pink or green. The object is to stop people dying. Je vous rappelle qu'on est en 1985 et que FaceTime, Skype ou le replay, et ça n'existe pas. Alors imaginez un peu la galère pour retranscrire en direct à la télévision en stéréo dans le monde entier 2 concerts en même temps, le tout avec une image potable et un son qu'on entend. Malgré quelques ratés, Live Aid a tout de même réussi le pari en retranscrivant à la télévision ces 16 heures de concert devant plus de 150 nations au monde. Et ils ont même rassemblé plus de 2 milliards de personnes devant son poste de télé. 2 milliards de personnes, c'est environ 40% de la Terre. Et ils ont même brisé le record d'audimat au monde, qui était d'1 milliard de personnes en 1969 pour la retransmission des premiers pas sur la Lune. Bref, le Live Aid c'était plus qu'un projet ambitieux, et sur le papier c'était carrément impossible. Et pourtant, Bob Geldof et Midge Ure l'ont fait. Bon, oui, ils l'ont fait, mais il y avait quand même 2-3 ratés. Pour les ratés, on peut déjà parler du fait que Prince n'ait pas assisté au concert car il avait peur de se faire tirer dessus, ou encore du manager de Frankie Goes to Hollywood qui a conseillé à son groupe de ne pas y participer car le concert allait être nul. Perspicace le manager. Et 2 des plus gros ratés du concert sont concentrés autour de la même personne. Phil Collins. Alors l'artiste ayant déjà un pied dans le groupe démantelé de Genesis et un autre dans sa carrière solo à succès, insistera pour jouer aux 2 concerts. Dans la même journée, il sera donc à Londres et à Philadelphie. Comment ? Bah c'est simple. En privatisant un Concorde et un hélicoptère pour faire le voyage. Non ouais, c'est sûr que quand on parle de famine dans le monde mais qu'on utilise dans la même journée un avion entier pour soi-même, c'est légèrement mal vu. Bob Geldof avait aussi misé sur le succès du concert grâce à la reformation des Led Zeppelin. Et franchement, c'était un événement de fou à cette époque. Mais non, en fait, ça l'a pas été.
Le groupe aura tellement honte de ce live qu'il interdira carrément de mettre les images sur les DVD et les compilations. Et c'est pas la seule reformation un peu décevante du concert. The Who, un des plus grands groupes de rock au monde, absent des projecteurs depuis 3 ans, auront un petit problème dans leur performance, dans le sens où... Ouais, voilà, on n'a rien vu. Et vous vous souvenez du scandale de Janet Jackson et Justin Timberlake au Super Bowl? Bah en fait ça avait déjà été fait, au Live Aid, avec Tina Turner et Mick Jagger. Et pour finir, j'aimerais remettre le award de la fausse note la plus entendue au monde, décerné au chanteur de Duran Duran, Simon Le Bon. Bon, malgré tout, ces petits couacs sont quand même plus ou moins gentils, et pas catastrophiques non plus vu l'ampleur du projet. Et puis même, ils aident à ce que le concert soit encore plus mémorable, et justement à profiter des moments magiques que nous a fait vivre le live. Et il y en avait beaucoup. On a notamment l'apparition en fin de concert à Londres de Sir Paul McCartney, qui viendra chanter en solo le titre phare des Beatles, Let It Be. Sauf que son micro ne sera pas de cet avis, et pendant plus de 2 minutes, personne ne pourra entendre le chanteur. Mais ce qui a rendu le moment magique, c'était le soutien de Bob Geldof, Alison Moyet, le guitariste des Who et David Bowie, qui viendront sur scène pour épauler Paul avec ses petites galères de micro et finalement chanter ensemble. Le concert a aussi permis à un groupe qui démarrait seulement à l'époque de devenir des superstars grâce à ses 17 minutes de concert, U2. En plus de jouer la meilleure version du morceau Bad que vous pourrez entendre, Bono sauvera littéralement une vie en faisant monter sur scène une jeune femme qui s'asphyxie à cause de la pression de la foule. Bon, après il en profitera pour danser un petit slow avec elle parce que Bono et sa coupe au mulet, ils avaient un peu chaud à l'époque. On pourra aussi y voir un live très énergique et super frais de Madonna, un duo improbable mais magnifique entre Bryan Ferry et David Gilmour, la reformation de Crosby, Stills, Nash & Young, Black Sabbath et Ozzy Osbourne, ou encore les mythiques Beach Boys. Une des meilleures performances sera aussi attribuée au très regretté David Bowie, assemblant ses plus grands hits de l'époque et l'affirmant comme un leader charismatique des années 80. Mais le live le plus dingue de ce concert est sans aucun doute celui de Queen. Alors en fait je vous explique, je suis actuellement en plein montage de la vidéo et ça va faire 3 heures que je cherche en vain un extrait particulier à vous montrer de cette performance. C'est impossible. Alors si vous voulez voir une pure bête de scène, si vous voulez entendre une des plus belles voix au monde et danser sur les compositions les plus éclectiques de la Terre, et non, je n'exagère pas, je vous invite à regarder le live entier de Queen qui sera dispo en description. Et vous verrez, je vous garantis que vous serez content. Peut-être même aussi content que Freddie Mercury pendant le concert. Bref, si le Live Aid est un événement aussi classique dans la culture musicale d'aujourd'hui, c'est qu'il s'exporte justement du simple domaine musical. Bob Geldof nous a tous prouvé que la musique avait aussi le pouvoir de littéralement sauver des vies. You know, you've got to get on the phone and take the money out of your pocket. Don't go to the pub tonight, please. Stay in and give us the money. There are people dying now, so give me the money. And here's the numbers. We read them out. I think we're probably going to get the address first, aren't we? No, let's fuck the address. Let's get the numbers. Rien que grâce au concert, ils ont réussi à lever plus de 175 000 € pour l'Éthiopie. Live Aid a donné l'élan au monde entier pour créer ce genre d'album ou d'événements caritatifs, qui malgré ce côté un peu naïf, marche et aide au bien-être du monde. Et franchement, j'aimerais sincèrement de mon vivant voir ou même organiser un événement d'une telle ampleur avec une répercussion humaine aussi importante. Alors la génération 2000. Alors qu'est-ce qu'on attend? Bon, en tout cas, bon anniversaire Live Aid. Et merci à Bob Geldof et Midge Ure pour avoir fait ressortir le héros qui était en nous.